bienvenue à tous. Vous êtes dans la nouvelle rubrique de la chaîne YouTube Pro Evolution Échecs avec l'ouverture du mois. Et ce mois-ci, j'ai décidé de traiter évidemment de la défense française avec les noirs qu'on retrouve sur le coup E4. Sans plus attendre, on s'occupe de ça. Et on fait une petite intro pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Et on y va, les blancs jouent E4. Et moi, ce que je vous propose, c'est la défense française avec E6. Dans cette première vidéo sur la défense française, je vais expliciter la variante d'échange. La variante d'échange, c'est celle qu'on trouve le plus à niveau amateur et elle se caractérise, donc ça c'est la position de base de la défense française, on a laissé le centre à l'adversaire et maintenant on va le contrecarrer avec nos pions E6 et D5 pour pouvoir reprendre en cas de prise avec un pion. C'est exactement ce qui se passe dans la variante d'échange. Donc c'est une ouverture qui est vraiment facile, la défense française à jouer et je vais vous envoyer directement vers une partie pédagogique que j'ai jouée. Avant de vous passer la main sur cette partie pédagogique, je peux vous dire qu'il existe deux autres grands chapitres que je vais traiter en partie expliquée et pédagogique avec le coup de la variante d'avance, ce qui est souvent un choix assez intelligent pour vos adversaires puisque ça explicitera le problème de la défense française qui est souvent le fou C8. En plus, on sera un petit peu asphyxié ici avec les noirs et lorsque je vais sortir la vidéo sur le sujet, je vais vous expliquer qu'on est obligé ici avec les noirs de casser le centre ennemi parce qu'on est tout simplement jaloux du centre. Ce que je vais montrer aussi dans les parties pédagogiques, c'est les développements associés à ce genre d'idées. Comment, quel est le plan, quel est le schéma de pièces dans chaque chapitre. Enfin, ce que l'on verra aussi dans la position de base, les blancs peuvent protéger leur pion avec le cavalier D2 et le cavalier C3. Ce sont deux coups qui sont référencés. Et pour avoir moins de tracas sur les deux coups, l'un comme l'autre, je propose la variante Rubinstein D prend E4. Ce n'est pas forcément la meilleure variante de française avec les noirs, mais c'est la plus économique et la plus adaptée pour les joueurs amateurs. C'est pour ça qu'en streaming, j'en parle énormément. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur Twitch à compter de 5 jours par semaine et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube. Je vous en remercie par avance. Je vous laisse avec la partie pédagogique. On se retrouve très bientôt. À ciao, ciao. Bye bye. On est parti pour la partie pédagogique du jour. Hop, en 10 minutes. Et j'ai trouvé un joueur à mon niveau à 15-30. Oui, je joue toutes les ouvertures, c'est vrai. Et là, pour l'instant, mes ouvertures de prédilection, j'en ai parlé dans les premiers streams. En fait, je montre souvent la française. D'ailleurs, j'ai fait un pack vidéo sur la française pour ceux qui veulent aller plus loin pour apprendre les échecs, qui est un site partenaire qui fait des créations de vidéos. Et du coup, là, j'ai joué la défense française à nouveau. Et regardez, voilà, mon adversaire m'a encore joué la française d'échange. Ce qui me permet d'équilibrer le centre et d'avoir un développement facile. Donc, sur E4, je vous conseille quand même de démarrer, si vous n'avez pas de répertoire d'ouverture à proprement parler, n'hésitez pas à démarrer par la défense française. Et bon, je montre souvent le même développement. Donc là, je montre souvent ce développement avec fou D6, cavalier E7. Donc là, je vais jouer C6 pour pouvoir me permettre ce développement sans perdre mon pion du centre. Donc, je vous l'avais dit, hein, je vais jouer avec fou D6 et cavalier E7. C'est ce que j'avais fait la dernière fois. Pourquoi je mets ce développement en place? C'est la même partie que l'autre stream. Bon, ouais, ça, c'est les adversaires qui jouent comme ça. Si je mets mon cavalier en F6, il y a fou G5 qui est un peu pénible. Donc, du coup, je préfère vous montrer fou D6 et cavalier E7. Et attention, je parle d'un développement priorité petit roc. Donc, je développe fou et cavalier du petit côté. Bon, l'adversaire, il est 1500, c'est un niveau correct, mais on voit que son développement n'est pas encore très bien ajusté. C'est un développement très défensif qu'il a choisi avec fou E2. Pour l'instant, c'est pas ce que j'aurais choisi. Normalement, le fou F1 devait venir en D3, ça aurait été plus ambitieux. Donc, voilà, ben, on va voir. Alors, effectivement, très bonne question de Caroline qui participe beaucoup dans le chat et tant mieux. Je comprends. En fait, la française d'échange, c'est une position symétrique. C'est une ouverture où la position est symétrique en tout cas. Et du coup, c'est vrai qu'on peut manquer d'idées par moment. Tout à fait, je suis d'accord. Et du coup, en fait, quand vous n'avez pas d'idée, parce qu'on me dit souvent, qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne sait pas quoi jouer? Bah déjà, le premier conseil que je peux donner, qui est ultra basique, c'est vous améliorer vos pièces. Donc, il va falloir améliorer ses pièces. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire, mais bon, il bouge 2 fois son cavalier dès l'ouverture. Du coup, je trouve
pas que ça soit dingue. Et tiens, est-ce que je pourrais pas en profiter? Et je vais jouer un coup rigolo, je vais jouer cavalier D7. J'avais prévu de roquer, mais je trouve que cavalier D7 est très pédagogique. C'est-à-dire que je propose d'échanger une pièce de mon camp qui n'a pas bougé contre une de ces pièces qui a bougé. Alors attention, là il vient d'installer un rayon laser sur mon fou. Et je peux me prendre une combinaison tactique si je ne fais pas attention, parce que vous devez regarder et l'aspect stratégique, l'amélioration lente, le jeu de construction, et en même temps vous devez avoir notre travail tactique qui doit payer, c'est-à-dire vous devez être hyper attentif sur le roi et les thèmes de maths, et aussi les pièces non protégées ou les pièces mal protégées. Là, ma pièce est non protégée, donc du coup, directement, je veux faire quelque chose. Alors là, je peux prendre son cavalier qui est beau, c'est un coup vraiment hyper intéressant, ou alors je peux mettre mon cavalier en F6. Au début, j'avais prévu de mettre mon cavalier en F6, là, je pense que je vais dénaturer sa structure de pion pour m'approprier un peu plus le centre. Ça me paraît vraiment intéressant de faire ce coup-là. Bon, c'était pas le coup que j'avais prévu initialement. Cavalier F6, c'est très bien. Mais cavalier prend cavalier, ça me parle aussi. Ça me semble être un coup intéressant. Donc, pourquoi pas. Je vais tester ce coup cavalier prend cavalier pour changer un peu la structure de pion. Du coup, la position va être moins symétrique, vraisemblablement. Et du coup, je devrais pouvoir après, une de mes idées dans le futur, ça sera d'avancer ce centre qui devrait être mobile. Voilà la raison pour laquelle j'ai joué cavalier prend cavalier. Dame C7, bon coup Mathis que tu as proposé, j'aurais pu le jouer, c'était un des meilleurs coups de la position. Si je l'avais vu plus tôt, peut-être que je l'aurais joué ton coup Mathis, je trouve que c'était un vrai bon coup. Ça a amélioré les pièces, mais c'était même mieux, hein, Mathis. Tu vas avoir une récompense, tu vas voir tout à l'heure avec l'ordinateur. Je pense que Dame C7, c'était vraiment un très bon coup et ça permettait de soutenir le fou D6. Je le verrai à l'analyse. Alors, mon adversaire m'a pris, il garde ce fou-là qui est assez mauvais. J'ai plusieurs coups candidats, fou C5, fou B4, fou C7. Alors, il faut que je sois un peu plus rapide, sinon je vais me retrouver en crise de temps. Je resterai bien et je vais faire un coup un peu bizarre. Je pourrais aller en fou C5, fou B4 pour mettre de la pression. Et ben je vais choisir fou C7. Pourquoi je dis que c'est bizarre? Parce que ça ressemble à un coup de recul. Mais j'ai envie de vous l'expliquer, ce coup de recul. Finalement, je me mets en lien avec cette faiblesse-là et je reste presser le pion. Donc pour moi, c'est vraiment un coup intéressant. J'ai une menace en fait derrière. Hein. Je menace cavalier G6 qui mettrait la pression sur les deux. Donc je trouve que c'est quand même assez sympa. Et là, on est vraiment... ouais, l'histoire de cavalier D7 et cavalier E7, ça peut être intéressant. Alors, mon adversaire, il a peut-être prévenu un peu la menace cavalier G6, mais pas tant que ça. Et ben, je vais le jouer. Pour quelle raison? Tout simplement, j'ai envie de lui mettre de la pression. S'il prend mon cavalier G6, il va faire tempo. Regardez, je gagne la paire de fous et je fais H prend G6 pour ouvrir ma tour, bien évidemment. Comme ça, ma tour est active. Et mon fou C8, qui est normalement le fou terrible de la française, qui est pas très beau, il a une grande diagonale ouverte devant lui. Et pourquoi pas la possibilité de venir en F5. Voilà. Donc, c'est vraiment une position, pour moi, déjà assez intéressante. Là, je vais jouer assez vite. Alors, je suis plus convaincu par l'idée d'un développement en grand roc, c'est possible. Je vais attendre un petit peu pour savoir. Là, je vais bouger ma dame. Ma dame, elle a une bonne case en E7 de pression sur ce pion E5. Et les autres pieds, le fou, j'ai envie d'avoir des indices pour savoir où le développer. Je voulais le développer en F5 et finalement, il va peut-être m'envoyer G4 ou des coups comme ça. Finalement, je vais le développer en E6. Je serai plus souple et en fait, je vise par transparence le pion A2 dans un moment. Alors, est-ce que je choisis les rocs en face à face ou les rocs opposés? Si je fais petit roc, j'ai les rocs opposés, ce qu'on appelle les rocs opposés. Et dans ce cas-là, il faut balancer les pions sur l'autre roi. Mais j'estime que je suis mieux avec la paire de fous et ma position assez saine. Donc, je vais plutôt faire un grand roc. Ça me paraît plus naturel ici de faire le grand roc. Avec une position assez stable. Et je pense tout simplement qu'on va mettre... je vais plus valoriser la paire de fous, plus valoriser cette position à terme. Donc, du coup... ouais, je veux garder la pression sur H2 tout simplement et ouvrir ma tour tout simplement, hein, ça me paraît logique. Ouais, voilà, c'est possible, hein, fou E6. J'avais fou F5 qui était très intéressant. Et maintenant, j'ai déjà des idées de D4. D4 pour prendre en A2, ça paraît hyper intéressant. Est-ce que je vais là-dessus? J'ai envie de croquer à pleines dents ce pion. Il me paraît comestible, alors je vais y aller. Je vais aller avec ce D4.
Alors, ce qui est un peu pénible dans ce D4, c'est qu'il va installer son cavalier en E4 et après peut-être en D6. Ah ouais, ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu, ce cavalier E4. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Alors, ouais, j'ai pas envie de le laisser venir en D6. Alors, je peux sûrement, hein, très honnêtement. Je vais peut-être faire un petit peu preuve de patience dans cette position. Je vais activer mes pièces, faire preuve de patience. Bon, D4, c'est un coup hyper intéressant, bien évidemment. Je suis en train de regarder, mais j'ai pas envie qu'il s'installe sur cette case. Alors, je dois améliorer mes pièces. Quand je sais pas vraiment quoi faire, quand je vois pas de coup évident, j'améliore mes pièces. Ce fou C7, peut-être qu'il me sert un peu moins. Pourquoi pas l'amener en A5? Madame, elle me sert un peu moins. Pourquoi pas l'amener en C5? Bon, ok, je vais faire un petit coup de dame dans l'intervalle. Hop, je vais essayer d'améliorer mes pièces, tout simplement. Voilà. J'améliore mes pièces quand je sais pas trop quoi faire. Trop quoi faire, c'est un grand mot, hein. C'est-à-dire que si je sais quoi faire, je vais améliorer mes pièces. Pourquoi? Parce que je la dirige vers son roi pour rendre les D4 plus forts. Et à un moment, j'aimerais bien jouer C5 pour valoriser mon centre. Peut-être que je pourrais prendre une petite mesure pour bien mettre mon roi aussi. Ça existe aussi quand on fait le grand roc. Tour E8 pour pousser le pion F. Alors, c'est pas mal de pousser le pion F, mais en même temps, Mathis, tu risques de valoriser ses pièces lourdes et d'ouvrir son fou qui est coincé. Donc, j'ai pas trop envie pour l'instant. Alors, il m'a joué cavalier A4. Je n'avais pas nécessairement prévu ce coup-là. Là, ben, il me joue un coup piquant. Et ben, je lui réponds un coup piquant face à son pion A2. Donc, j'essaie en même temps que je commente d'être vigilant tactiquement quand même. Voilà, dame A5, ça me plaît bien. Puisqu'après, ma dame est quand même bien placée. Et je commence à avoir des petites ruses sur le pion A2. Tout simplement. La seule problématique de cette position, c'est que je suis un petit peu mal au temps comme d'habitude. Peut-être que je vais commencer à jouer les parties en 10 plus 5. Ça sera mieux, je pourrais donner plus de conseils et avoir un petit temps pour finir ma partie si jamais je suis gagnant. Roi B8, un coup d'anticipation, oui, mais c'était pas obligatoire et forcé. Oh, qu'est-ce qu'il fait mon adversaire? Alors évitez ce qu'il est en train de faire. Bah, il est en train de défendre ouais, sa tour avec son cavalier avec sa tour qui est non protégée elle-même. Est-ce que là je suis pas gagnant tout de suite avec C5? Dites-moi dans le chat si vous avez vu quelque chose. C5, il a peut-être un dame D2 chanceux, mais je crois que ça marche pas après dame B5. Non, mais je crois qu'il va avoir des gros problèmes là. Allez, je joue C5, Mathis l'avait trouvé. Voilà, C5 a l'air logique. En tout cas, j'ai pas vu pourquoi ça ne marche pas, donc je le joue. J'en avais parlé de ce C5 pour valoriser le centre. C'était l'idée de modifier la structure de pion dès le départ. Et maintenant, bah, je suis de plus en plus à l'aise dans cette position. J'ai une position très saine, j'ai la paire de fous. Mon fou de case blanche peut le faire évoluer. C'est-à-dire qu'il peut prendre de la valeur au fur et à mesure que je vais ouvrir la position. Et quand je regarde cette pièce-là, le fou coincé, le cavalier au bord, la tour qui est venue au centre alors que j'avais un joli centre. Du coup, ben, ces pièces ne parlent pas. Moi, mes pièces, elles parlent. Le fou, il parle par transparence sur le pion A2. L'autre fou, il tape le pion E5. Cette tour-là, elle a une colonne ouverte. Donc, du coup, bah, j'ai quand même du monde qui travaille dans cette position. Oui, tout à fait, Caroline, bonne réflexion. C'est-à-dire qu'en cas de tour F4, par exemple, j'ai G5. Donc, c'est au top, cette position. Ça me plaît bien en tout cas. Je pense que c'est assez facile ici de jouer cette position, quoi. Ouais, c'est même bonne tactique. Bah, c'est une tactique qui m'a été offerte. J'ai quand même trouvé un coup de défense un peu miraculeux ici, mais qui ne marche pas du tout. J'ai évoqué et ça marche pas. C'est peut-être un petit piège, mais même pas. Hein. Je pensais à dame D2 tout à l'heure, je l'ai verbalisé tout à l'heure, je l'ai dit, mais en fait, ça marche pas. Bien sûr, en cas de dame prend dame, tour prend et il s'en sort. Mais sur dame D2, force est de constater que je peux prendre la tour puisque ma dame est protégée. Donc en fait, ça y est, je crois qu'il n'a plus de coup de défense dans cette position. Il y a tour F4 et Caroline a vu G5. Donc, dans cette situation, tour F4. Ah bah voilà. Bon, bah ça a été une partie assez courte. Vous voyez que l'adversaire, bah voilà, il a décidé d'abandonner. Il m'a fait confiance. Et ça y est, je gagne 90 points Hello. Les sites internet sont hyper généreux, surtout quand vous démarrez sur une plateforme à une certaine cadence. Les sites internet, en fait, vous donnent un Hello par type de cadence. Les cadences ultra rapides, les cadences rapides et les cadences un peu plus lentes.
Donc du coup, ça a été assez rapide. On va maintenant débriefer tout simplement, rapidement. Ouais, alors je suis mieux classé, mais bon, je peux redescendre. Bon là, je risque pas trop de redescendre, hein, normalement. Je sais pas combien je vais être classé, mais sans doute 2400, 2500 à terme. Mais l'idée, c'est justement de voir toute cette évolution petit à petit en partie de 10 minutes. Et du coup, là, c'est le classement a été dopé un petit peu avec la variation très forte d'un coup. Et du coup, on est parti ici. Voilà, bon, bah, ça a été assez régulier. Il n'y a pas eu de grosses erreurs de mon côté. Donc, bon, en même temps, elle était courte cette partie. Et même si j'avais les noirs, comme j'avais une bonne base théorique, bon, bah, super, c'était facile. Et salut à toi, Droopdog, qui nous a rejoint. Et du coup, maintenant, on est parti. Et bien sûr, ceux qui nous rejoignent de temps en temps, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Ça ramènera encore plus de monde et ça amènera encore plus d'interaction dans le chat, ce qui est vraiment le but, bien évidemment, tout simplement. Donc du coup, E4, E6, D4, D5. Bon, on avait dit défense française. Je vais en faire pas mal, comme ça vous donnera les bons principes. J'avais commencé par une défense sicilienne, mais je trouve que c'est encore plus pédagogique dans ce cadre-là, des parties de 10 minutes, de faire des françaises. Ça va être sympa et j'essaierai de changer un petit peu. Je suis pas joueur de française tout le temps, mais c'est une ouverture que je montre pas mal, donc je connais pas parfaitement, mais comme je l'enseigne, je la connais quand même pas mal. Du coup, française d'échange, c'est la française la moins ambitieuse avec les blancs. Donc cavalier C3, ok. Bon, un coup parmi tant d'autres, mais c'est un coup de développement. Je préfère en général, le coup préférentiel ici, c'est cavalier F3. Normal de sortir les cavaliers en premier, mais normalement, vous devez vous baser sur une priorité petit roc pour que vos parties se passent bien. C'est hyper important. Du coup, ça n'a pas été fait. J'aime beaucoup C6 pour mettre le développement fou D6, cavalier E7 en place. Oui, on peut faire fou B4. En fait, tous les coups de développement naturels seront bons. Donc du coup, n'hésitez pas tout simplement à faire des coups naturels de développement avec l'idée priorité petit roc. Attention, cette histoire de priorité petit roc est vraie dans 80% des cas. Comme je dis, on développe souvent les cavaliers en premier, mais c'est pas toujours vrai, etc., etc. Donc du coup, C6 ici, cavalier F3, c'est assez naturel par contre de jouer cavalier F3. Fou D6, c'est naturel aussi, d'autant plus que je veux faire cavalier E7. Et là, mon adversaire a fait fou E2. Évidemment, le module d'ordinateur vous montre quel était le meilleur coup à jouer. Comme ça, je suis tranquille, hein, il fait tout le travail pour moi. Mais en tout cas, vous voyez que j'en avais parlé, fou E2, c'est un développement trop modeste. Si vous avez les blancs particulièrement, normalement, vous avez un temps de plus. Et du coup, vous devez montrer les muscles dans votre partie. C'est évident, c'est hyper important. Donc, ça veut dire quoi montrer les muscles? C'est réaliser un développement hyper ambitieux qui va améliorer votre pose, tout simplement. Donc, du coup, bah, ici, cavalier E7. Je préfère toujours développer le cavalier en E7, mais là, il est vrai que j'aurais pu jouer cavalier F6. Je l'ai expliqué, c'est pour éviter tous les cloages. Souvent, cavalier E7 marche bien, et quand le fou vient en D3, c'est une très belle pièce de l'adversaire qui pointe vers votre petit roc. Du coup, j'aime bien mettre le fou F5 en place. Pour contrer, avec mon fou moche, son bon fou. Le bon fou, c'est vraiment le fou qui circule parmi votre chaîne de pions. Quand votre chaîne de pions, quand vos pions centraux particulièrement sont bloqués sur noir, votre fou de case blanche circule bien. Donc vous, en tant qu'adversaire, vaut mieux échanger votre mauvais fou. Le fou de la française, le fou C8 est particulièrement mauvais parce que normalement, il y a un pion là. Là, le fou va buter sur ses pions. Donc c'est vrai que si j'ai l'occasion de l'échanger contre ce fou-là, normalement, ça peut le faire. Donc là, mon adversaire a joué cavalier E5. C'est un peu précipité. J'ai joué cavalier D7. Ça, c'est un super exemple pour vous. C'est hyper important d'échanger vos pièces du garage, d'échanger vos pièces non développées contre les pièces magnifiques de l'adversaire. C'est pour ça qu'on évite d'ailleurs de bouger 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Sauf que là, pourquoi pas, c'est jouable, mais faites-le surtout avec les coups piquants. Cavalier E5, ça manquait de piquant, il me fait pas mal. Donc moi, j'essaie de lui proposer quelque chose qui lui fait un petit peu plus mal. Et fou F4, on va pouvoir regarder la belle proposition de Matisse ici, vraiment un coup hyper intéressant. Sur fou F4, il voulait faire dame C7. Et je suis en train de m'apercevoir, parce que je vois, il y a un module qui est généré, et il dit meilleur coup dame C7. C'est Matisse qui avait le meilleur coup ici, le coup de pression. Parce que Matisse, il fait quelque chose de très bien. Bravo à toi, Matisse, super. Alors, qu'est-ce que tu me mets sur les je joue l'attaque Grand Prix? Me le conseilles-tu?
Bon, là, c'est un autre sujet, Mathis, mais l'attaque Grand Prix, oui, c'est une des bonnes anti-siciliennes. Ça évite de partir dans toute la théorie. Après, il y a plusieurs formes de Grand Prix. Il y a le Grand Prix avec fou C4, Grand Prix avec fou B5. Bon, là, je suis un petit peu dans ma tête. Pour tout le monde, ça sert moins. Mais c'est le Grand Prix avec fou B5 qui est le plus jouable. Même si fou C4, ça marche très bien. À moins de 1006, 1008, ça marche très très bien. Le Grand Prix avec fou C4, c'est très agressif. Donc oui, c'est une bonne idée, Mathis. Donc pour en revenir à nos moutons ici, Dame C7, coup proposé par Mathis, bravo à lui. Il met pression sur le cavalier E5. Et en fait, il défend le fou D6. Je vous avais dit, hein, là, il y a un gros problème. L'adversaire, il menace même cavalier prend F7. Avec le fou D6 en l'air, une découverte, il attaque madame et il gagne un pion, il me déroque. Donc du coup, il faut absolument que j'évite ça, quoi. Ça serait l'horreur. Donc sur fou F4, Mathis, il défend son fou et il attaque. Coup piquant de Mathis en se développant, c'est excellent. Mais là, qu'est-ce qu'on fait là? C'est le drame, non? Ça gagne un pion. Puisque ici, cavalier prend D7 pourrait paraître logique, mais là, il y a un coup exceptionnel. Je ne sais pas si Mathis l'avait vu. Là, il reprend pas en D7. Il pourrait faire fou prend D7, bien évidemment, et c'est égal à peu près. Mais on prend F4. Et du coup, on gagne la paire de fous. Donc, c'est bizarre. Le module, là, m'avait dit que j'avais pas fait d'erreur. Bah, je trouve que j'ai fait une erreur. Moi, Dame C7 de Mathis. Quand il me l'a dit, d'ailleurs, dans le chat, j'ai trouvé ça tout à fait normal de jouer ce coup-là. Bravo, Dame C7. Nickel. C'est vraiment au top. Et moi, j'ai joué cavalier prend E5. Je voulais changer la structure de pion. Bon, j'ai une position extraordinaire après ce coup-là. Je voulais changer la structure de pion, c'est-à-dire qu'avec ce coup-là, je gagne le centre. Je lui crée... Donc, il peut prendre du fou ou du pion. Je pense que prendre du pion, c'est assez logique pour gagner un tempo. De toute façon, s'il avait pris du fou, je l'aurais pris. Pion prend. Et j'aurais harcelé son pion au central, sans doute avec cavalier G6. Et là, il est déjà vraiment en grande difficulté, ce pion E5. Je vais gagner, sans doute. Dame D4 est peut-être le plus jouable. Et là, bon, ouais, je suis gagnant déjà. J'ai Dame B6 qui me paraît très intéressant pour échanger les dames et je vois pas trop comment il va tenir ce pion. Et j'ai vu que c'était Dame G5 que proposait l'ordinateur. C'est du même acabit, puisque on va gagner ce pion-là. Donc on peut comprendre que mon adversaire est pris. Donc cavalier prend E5, c'est pas si nul. C'est pour ça que... Mais Dame C7 était plus fort, hein, Mathis. Hein. Donc D prend E5, bien joué. Attaque du fou. Et du coup, ben, là, je suis assez content de vous proposer le coup. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs amateurs qui auraient peut-être joué fou C5, fou B4. Je ne sais pas, hein, je peux pas dire que c'est mauvais. Je peux pas parler à votre place et vous dire que vous aurez joué fou C5, fou B4, mais on est toujours attiré vers l'avant. C'est assez logique. Quand on commence à progresser, on est vraiment attiré vers l'avant. Néanmoins, vous pouvez pour de bonnes raisons jouer un coup de recul. C'est ce que j'ai fait. Je suis très content de vous proposer fou C7 parce que ça reste sur la bonne diagonale et ça met pression sur le pion E5. Plutôt qu'aller en B4. Alors vous pourrez me dire fou B4, ça fait un super clouage sur le cavalier C3, sur le roi E1, mais bah, c'est pas si vrai. C'est un faux clouage. Il va roquer. Et j'ai pas envie de donner mon fou de case noire contre un cavalier, même pour lui dégommer un peu sa structure de pion. À noter que si j'étais venu là pour lui dégommer sa structure de pion, imaginons ça se produit, c'est des faux pions doublés parce que les blancs peuvent peut-être jouer C4. Et j'ai pas envie de donner mon fou de case noire. Un fou ça vaut 3,5, un cavalier ça vaut 3. Je sais que les cavaliers font des fourchettes. Je sais qu'en blitz c'est hyper bien d'avoir des cavaliers pour faire des pièges. Mais vraiment, je considère que c'est mieux de vous apprendre très rapidement qu'un fou, ça vaut un peu plus qu'un cavalier. Ça étonne souvent les joueurs débutants. Moi, j'ai appris avec une cotation, le fou vaut 3, le cavalier vaut 3. Mais au fur et à mesure, si vous vous débrouillez bien en stratégie, les fous vont croquer les cases. C'est des pièces de longue portée, tout simplement. Et ils sont plus efficaces sur l'échiquier dans la majeure partie des positions. Attention, c'est moins vrai en position fermée. Après, il y a des généralités et ensuite, il faut les adaptations au cas par cas quand vous progressez. Ok, du coup, je finis assez rapidement cette analyse avec fou D3 qui a été joué par mon adversaire. Exactement, Caroline, on est complètement raccord, tout à fait. Donc, fou D3, bah, là, je continue mon travail. J'ai joué cavalier G6. Bah, c'est exactement représentatif de ce que je disais. J'améliore mes pièces et je fais des coups piquants. Toujours pareil, même mentalité. Et en plus, bah là, s'il veut pas perdre son pion, il est obligé de saquer son fou, de donner son fou. Et du coup, j'étais hyper content de ce coup-là. Et là, naturellement, j'ai fait H prend G6 pour ouvrir la tour. Apparemment, voilà, F prend G6 était jouable aussi. Vous voyez que l'ordinateur le joue. Je suis très content d'avoir joué H prend G6 dans cette position. Mais F prend G6, bah, il voit que sur F prend G6, ça fait plus le petit rank noir. Mais l'intention de l'ordinateur, c'est de grand hockey déjà.
Ils mettent des tours en F8, E8. En fait, ce que j'ai remarqué, et là, c'est un excellent conseil pour les joueurs amateurs là, qui me suivent en ce moment, qui regarderont cette vidéo en replay, c'est les tours. Souvent, on voit des vidéos sur les règles d'or d'ouverture. Je dois prendre le centre, je dois sortir mes pièces mineures et je dois roquer. Mais personne, ou très peu de joueurs, très peu de coachs, très peu de vidéos sont sur le placement des tours après l'ouverture. Donc, savoir placer ses tours, c'est hyper important. Et je me moque gentiment de pas mal d'élèves avec les tours sur les colonnes fermées. Vous devez placer les tours sur les colonnes semi-ouvertes, les colonnes ouvertes ou les colonnes qui vont s'ouvrir. Pour reconnaître une colonne qui va s'ouvrir, ben les pions sont en tension. C'est-à-dire qu'il y a un échange possible de pions qui peut amener l'ouverture d'une position. Là, se mettre sous la tension, c'est assez malin parce que la colonne va sans doute s'ouvrir. Ça, c'est très important à faire et c'est hyper intéressant pour vous de faire attention à cela. Première étape, je fais attention, je me dis tiens, je mets peut-être pas mes tours toujours sur les mêmes cases et ensuite petit à petit, vous faites attention, vous voyez qu'il y a des erreurs sur ce sujet-là et vous améliorez les choses. Donc du coup, bah ici, dans cette situation de jeu, H prend G6, je suis content parce que j'améliore ma tour, elle est sur une colonne ouverte et l'autre pourrait venir à terme sur la colonne semi-ouverte, taper sur le pion E5. Donc dame E2 de l'adversaire. Ici, en fait, c'était assez rigolo. Je ne savais pas trop où mettre mon fou. Est-ce que je dois le mettre en E6? Est-ce que je dois le mettre en F5? Est-ce que je dois attendre pour un jour le mettre en G4? Pourquoi pas? Bon, c'est surtout F5 et E6. Je ne savais pas trop. Bah, du coup, si je ne sais pas, je trouve que la case naturelle de ma dame, c'est en E7. Et j'ai donc joué dame E7 tout simplement parce que je presse le pion. Et après, je vais attendre d'avoir un indice de l'adversaire pour placer mon fou. Et finalement, sur le grand roc, le pion C2 est surprotégé, donc F5, ça m'intéressait moins. C'était un coup tout à fait jouable. Hein. Et j'ai préféré donc le mettre en E6 parce que je me dis, peut-être qu'il y aura une petite cochonnerie en A2 à un moment et ça va lui faire perdre du temps. Donc fou E6, bien joué, tour E1. Bon, l'adversaire met ses tours sur les colonnes fermées, mais en même temps, je ne sais pas trop quoi jouer à sa place. Il a déjà une position difficile à vrai dire. Bon, bah là j'ai choisi hop, le grand roc. Alors, c'est vrai que c'est intéressant. Plusieurs fois, on voit apparaître ce petit G5 de l'ordinateur. J'aurais pu le jouer pour bloquer son fou en G3. Là, parce qu'il est obligé de rester tenir, je pense, ce pion E5. Et c'est vrai que si je joue ce coup-là, bah, son fou en G3, il est moins souple qu'en F4 où il a les deux diagonales. Donc G5, c'était quand même un coup intelligent et c'était gratuit. Donc je pouvais le jouer facilement. Fou G3, dame C5. Voilà, j'ai hésité là, je vous ai dit, bah, j'ai pensé au coup D4. C'était un des grands moments, après la partie elle est finie dans 2 coups et on passera à autre chose. Mais là, c'est vrai que je pouvais jouer D4 et je pouvais améliorer les pièces. J'étais pas sûr dans cette position et je vous ai parlé de fou A5. Apparemment, c'est le coup que l'ordinateur veut jouer. Fou B6, pourquoi pas, mais fou A5 est plus piquant. Parce que là, c'est différent. Là, alors là encore, contre-exemple par rapport à la règle que j'ai dictée tout à l'heure, les fous sont plus forts que les cavaliers. Si c'est pour dégommer la brisure du roi, le roi c'est le critère numéro 1 de stratégie, là j'ai le droit de donner mon fou, évidemment. Donc ça dépend un petit peu des situations. Donc voilà, là je pouvais jouer fou A5. J'ai préféré dame C5 qui rajoute une pression, c'est peut-être un peu moins piquant quand même que fou A5, je dois bien le reconnaître. Et j'ai envie d'analyser avec vous D4 que je proposais, c'était hyper tentant. Et c'est douteux parce que sur cavalier E4, je pouvais gagner un pion, donc ça peut être très tentant. Et là, je n'arrivais plus à juger cette position. Je me suis dit, avec cavalier D6, j'ai un pion de plus, mais ce cavalier, c'est un monstre. Donc, je vais être obligé de donner un de mes fous. Et il va créer dans la finale un pion monstrueux en D6. Alors, pourquoi je dis la finale? Parce que là, ça semble logique d'échanger les dames, sinon sa dame est forte. Et en plus, mon roi, il est un peu fragile. Donc, dame prend, tour prend. Et voilà la position que j'ai refusée alors que j'ai un pion de plus. Pourquoi je l'ai refusé? Parce que ses tours sont bien placés. Parce qu'il a un monstre en D6 et qu'en plus, les fous de couleur opposée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un facteur annulant dans les finales. Donc mon pion de plus ne risque de ne pas suffire. Et en plus là, à vrai dire, je ne savais même pas si j'étais moins bien. Alors que dans la position précédente, je n'ai peut-être pas de pion de plus, mais je n'avais pas envie d'envoyer valser toute cette position, de compliquer les choses, alors que j'ai une position stable, naturelle, avec l'avantage. Donc ça, c'est ce qu'on apprend. Quand on est mieux, on doit être conservateur de l'avantage et empêcher l'adversaire de chambouler toute la position. C'est un grand principe de stratégie. C'est ce qu'on appelle le jeu statique. Et dans les positions où on est moins bien, par contre, on doit essayer de chambouler la position sans se foutre en l'air non plus, mais en tout cas, essayer de trouver un moyen, un échange, un changement de structure de pion, un sacrifice, un petit sacrifice, hein, je ne vous demande pas de donner votre dame, mais un petit sacrifice qui pourrait nous permettre de chambouler la position.
Donc là, en tout cas, j'ai pas voulu laisser l'adversaire faire évoluer la position et j'ai amélioré ma dame. Ok, x5, c'était très bien aussi. Cavalier A4, j'ai été tout à fait récompensé par l'adversaire. Cavalier A4, c'est un faux coup piquant. Il met son cavalier au bord avec un tempo de plus. Et là, on l'a tous vu. Bon, bah, dame A5, c'est un coup très, très naturel. Il me donne un coup de pied, je lui rends un coup de poing. C'est un peu ce qui s'est passé dans cette position. Et c'est naturel de chez naturel. Donc, tour D4. Tour D4, là, c'est ce qu'on appelle une défense avec une pièce non protégée. C'est hyper dangereux parce qu'il y a toujours le thème de l'élimination du défenseur. Voilà. Bah, cavalier au bord, cavalier mort, pro-marseillais, c'est bien dit. C'est ce qu'on dit généralement. Là, il l'avait fait avec gain de tempo, donc ça paraît moins grave. Je tiens à vous dire que cavalier au bord, cavalier mort, c'est une expression classique qu'on donne en point de repère aux joueurs plutôt débutants en club. Mais je préfère dire que si le cavalier peut rebondir sur une case forte, il y a le droit. Donc ça, c'est ce qu'on apprend aux joueurs de club un peu plus confirmés. En fait, vous avez le droit de mettre votre cavalier au bord. Par contre, il doit pouvoir rebondir sur une case forte. Par exemple, si le cavalier blanc avait pu rebondir sur la case que j'ai matérialisée en rouge, là, c'est bon, vous pouvez le faire et c'est hyper intéressant. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, élimination du défenseur, voilà, C5 et il n'y a plus de coups. En fait, le moins pire ici, c'est cavalier prend C5. C'est totalement ridicule. C'est pour mourir le ventre plein, comme on dit là encore. Mais bon, là, c'est foutu. Et mon adversaire a été sympa. Il a abandonné. En même temps, il a été sympa avec moi. Ça me fatigue moins, mais j'aurais bien aimé vous montrer comment on gagne avec une pièce de plus aussi. Parce que, vous le savez, dans vos parties, vous avez des fois du matériel d'avance. Et finalement, vous cafouillez un peu vos échecs parce qu'il y a une petite pression qui arrive sur vos épaules. Tant que c'est égal, vous dites, voilà, il faut que je joue une bonne partie, etc. Et quand vous êtes gagnant, vous avez du matériel en plus, vous vous sentez l'obligation de gagner, c'est vrai, mais il faut continuer à jouer proprement aux échecs et pas faire n'importe quoi. Et du coup, continuer à améliorer les pièces et à faire ce qu'on a dit jusque-là. Donc c'est un petit peu dommage qu'on ait été privé de ça. Sachez aussi que vous devez avoir une exigence, et je finirai là-dessus cette partie pédagogique, c'est vous dire, et ça je le dis beaucoup dans mes formations, maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand vous faites une partie d'échecs, vous devez avoir l'exigence de vous dire que si vous perdez un pion, vous avez potentiellement perdu la partie. Dans un cadre logique, imaginons la position égale, vous donnez un pion sec, sans rien en échange, pas de compensation, vous avez normalement perdu la partie. Par contre, vous n'abandonnez pas, évidemment, vous continuez à jouer et vous vous battez. Si l'adversaire perd un pion, l'échelle de ce pion-là, normalement, il a partie perdue. C'est-à-dire que vraiment, vous devez faire des vérifications perpétuelles et ne rien donner. Je sais qu'un pion, ça ne vous suffit pas toujours à gagner, mais en tout cas, ayez cette exigence-là pour, sur le long terme, être très vigilant, ne rien donner. En fait, on a le droit de perdre aux échecs, mais on n'a pas le droit de perdre en donnant la partie. Donc, cette exigence du pion donné, c'est vraiment le monde qui s'écroule, c'est important. Tout en ayant aussi un réflexe très combatif, parce qu'il faut l'être dans les positions qui sont délicates. Vous vous battez, mais par contre, ayez cette exigence de dire, ce que j'aime bien dire, c'est que vous donnez un pion, c'est une faute professionnelle. Alors, je sais que bon nombre d'entre vous ne sont pas professionnels dans ce qui me regarde ce matin. Néanmoins, ayez cette exigence-là. C'est vraiment sympa pour progresser. Et c'est finalement, pour moi, assez logique d'avoir cette exigence de jeu. Des fois ça peut être super fort. Dès que je perds un pion, j'abandonne directement. Ah non, Caroline, en fait, je trouve que c'est bien d'avoir la mentalité et cette exigence. Par contre, vous devez combattre. Et là, je parle non pas des parties sur Internet, même des parties en live. Moi, il m'est arrivé de perdre un pion contre des maîtres ou grands maîtres et de ne pas perdre la partie. Et d'ailleurs, malheureusement pour moi, il m'est arrivé aussi d'avoir des pions de plus contre maître ou grand maître et de ne pas gagner la partie. Et voire beaucoup plus. L'ordinateur quantifie les avantages. On peut avoir de plus 1 à plus 10. Et plus 10 étant l'avantage d'une dame virtuellement. On n'a pas forcément une dame en plus sur l'échiquier, mais on a une position tellement écrasante qu'on a ce qu'on appelle plus 10. Et il m'est arrivé 3 fois dans ma vie contre maître, maître et grand maître de ne pas gagner plus 10. Donc ne pas gagner avec l'équivalent d'une dame d'avance. Alors la position était certes dans un cas assez compliqué, il y avait une suite d'ordinateurs un peu difficile, mais dans une autre c'était vraiment totalement écrasant. Et voyant le gain arriver, j'ai pas trouvé tout de suite la bonne suite et j'ai un peu paniqué voyant que mon avantage était en train de diminuer alors que j'étais totalement écrasant. Mais le fait de commencer à cafouiller mes échecs, j'ai perdu pied un petit peu psychologiquement.
Et du coup, bah, j'ai cafouillé mon reste de partie. J'ai fait des nuls dans ces cas-là. J'ai quand même pas perdu. Mais pour autant, quand vous avez l'avantage, ça arrive à tout le monde de cafouiller. Mais continuer à jouer aux échecs et garder la tête froide, c'est pas évident. Par contre, Caroline, si ton adversaire il a un pion de plus, il va sentir l'obligation de gagner. Et du coup, il va se mettre un peu de pression sans doute. Comme toi, quand tu as un pion de plus ou une position gagnante, il y a quand même un peu de pression de finir la position gagnante et de la convertir en victoire. Du coup, il faut continuer à se battre. C'est hyper important, bien évidemment. Voilà tout.